Ils sont un peu plus de 300 soldats soudanais arrêtés et désarmés aux frontières tchadiennes. Annonce donc faite par le ministre de la Défense du Tchad, le général Daoud Yahya. Ministre de la Défense, effectivement, c'était lors d'une conférence de presse tenue le mercredi 19 avril. Au cours justement de cette conférence, il est revenu sur la situation actuelle au Soudan et a justement tenu à rassurer sur les mesures prises par l'État tchadien pour assurer donc la sécurité de tous ses citoyens. Et donc ce qui nous amène aujourd'hui à nous interroger sur la question de savoir pourquoi est-ce que ces soldats soudanais ont choisi pour destination le Tchad. Nous en parlons dans le cadre de cette édition du Point sur l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur For You Media Africa, bienvenue à cette autre production du Point sur l'actualité. Vous l'aurez certainement compris, actualité oblige, la situation sécuritaire du côté du Soudan nous incombe tous Africains. Et donc pour aujourd'hui, il y a justement cette information qui a été donnée hier en filigrane. Ces soldats soudanais qui ont donc été arrêtés et désarmés aux frontières tchadiennes avec effectivement le Soudan. Alors cela a été confirmé par la conférence de presse donnée par le ministre de la Défense. Aujourd'hui, l'on s'interroge. Pourquoi la destination tchadienne pendant que ça chauffe du côté du Soudan? Nous en parlons avec vous, Jonathan Batengene. Déjà, merci d'être des nôtres. Bonsoir, ma sœur Ndedi Linda. Bonsoir à tous les panafricanistes, tous les Africains qui sont les inconditionnels de ce programme, tous les techniciens, le personnel For You Media, la direction générale, surtout les autorités du Cameroun, les forces de sécurité et de défense de partout en Afrique qui assurent notre sécurité, qui nous permettent de nous mouvoir en toute quiétude. Nous nous inclinons devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés et saluons le courage et la bravoure de tous ceux qui sont en première ligne contre les forces de l'obscurantisme portées par l'Occident. Ces ambassadeurs du chaos dans nos territoires, avec le label de terroristes et mercenaires de l'Occident, nous saluons tous ceux qui participent à ce combat, de près ou de loin, d'aucuns en assurant le rôle d'agents de renseignement volontaires et d'aucuns en participant également à l'autodéfense de nos territoires. Merci une fois de plus, c'est un honneur que d'être là. Le plaisir est toujours partagé de vous compter parmi nous. Alors, l'actualité, ça se passe effectivement au Soudan depuis samedi. Ce pays de l'Afrique vit donc tout simplement dans une guérilla déclenchée justement par deux camps qui hier avaient donc décidé de prendre le même chemin, mais aujourd'hui, chacun a décidé de prendre son chemin, et ceci pour le contrôle du Soudan. Et donc, vu l'évolution de l'actualité, déjà les bilans au niveau du nombre de morts, on a de cesse d'évoluer. Parti de 3 morts samedi 15 avril, aujourd'hui, l'on compte un peu plus de 200 morts déjà du côté du Soudan. Et puis la dernière nouvelle, c'est justement ces soldats soudanais qui ont été arrêtés aux frontières avec le Tchad. Et aujourd'hui, ils ont été désarmés. Et pour l'heure, ils sont encore aux arrêts du côté du Tchad. Alors, Batengene, comment comprendre que, c'est vrai, on dira, ce sont des pays frontaliers, mais pourquoi avoir choisi justement la destination du Tchad? Est-ce que c'est pas une façon peut-être de faire passer un message? Au fond, au-delà de la frontière, au-delà de l'aspect frontalier, c'est deux pays qui partagent une histoire politique commune. Il faut noter que dans les années 90, quand le président Idriss Déby Itno prend le pouvoir, il part du Tchad, il part du Soudan pour le Tchad. Et au Soudan, il y avait une base arrière, du moins il y avait une coopération entre la France et le régime en place. Cette coopération avait facilité l'implantation de la rébellion tchadienne qui était portée par le président Idriss Déby Itno, qui est devenu finalement un panafricaniste. Donc cette base arrière a créé des liens. Et il faut aussi noter que sur le plan anthropologique, il y a entre les Akawa du Tchad, les Arabes Shoa également du Tchad, et
les populations et les peuples du Soudan une vieille coopération. On retrouve les Arabes Choua de part et d'autre de la frontière qui échangent, les Akawa également de part et d'autre de la frontière qui échangent et qui sont en confiance. Des fois, quand le régime du président Déby a été mis en difficulté, des renforts de l'armée tchadienne venaient à partir du Soudan. Donc le Soudan a toujours été un territoire à partir duquel les deux pays, le Tchad, trouve un appui militaire conséquent ou bien un appui sécuritaire en fonction de la géopolitique, de la politique interne, la politique sécurité interne. Aujourd'hui, on assiste à un retour d'ascenseur, c'est-à-dire que les soldats de l'armée régulière soudanaise sont aujourd'hui mis en difficulté par les forces d'intervention rapide, qui sont les forces spéciales qui étaient intégrées au NISS. On ne le dit pas assez, vous allez suivre que dans la presse occidentale, on les présente davantage comme étant des paramilitaires, des milices qui auraient été constituées simplement et qui n'ont jamais intégré l'armée. Or, depuis 2013, ces FSR sont également devenus une force spéciale au sein de l'armée parce qu'ils ont commencé à travailler avec le National Intelligence Secret Service. Donc, les missions qu'ils réalisaient étaient des missions qui étaient hautement stratégiques pour l'armée soudanaise, ayant bien sûr servi au début des années 2000 comme milice supplétive de l'armée régulière. Cette fois-là, elles ont pris un cran au-dessus des responsabilités supérieures. Et ces responsabilités leur ont aussi conféré un statut spécial au sein de l'armée. Donc aujourd'hui, l'armée régulière essuie des défaites importantes sur le territoire du Soudan. C'est d'abord le premier indicateur fiable. C'est la preuve que l'armée est en débandade, ce qui constituait l'armée régulière. Et qu'il y a une prise d'initiative du côté de ces forces d'intervention rapide, du général Daglo, qui amène les militaires soudanais qui savent qu'il y a une base de repli au Tchad à se replier justement sur ce territoire-là. Et c'est aussi un indicateur des zones de confiance. Pourquoi ces soldats ne vont pas du côté, par exemple, de la RCA, du Soudan du Sud? Parce qu'ils savent que de ce côté-là, il y a une belligérance latente. Ils vont du côté du Tchad parce qu'ils savent que même leur soutien stratégique se trouve au niveau du Tchad. Quand on parle de leur soutien stratégique, c'est les États-Unis, la France et les puissances occidentales. Donc, il s'agit effectivement d'un choix qui renseigne sur les allégeances et les alliances entre cette armée et un certain nombre de partenaires stratégiques. D'accord. Alors, avant de revenir à vous, Jonathan Batengene, je voudrais, avec le concours de la réalisation, que nous allons prendre cet élément qui a été réalisé par des confrères d'une chaîne également africaine. Donc, voilà, nous allons écouter cet élément réalisé dans lequel il y a bien sûr cet extrait du ministre de la Défense tchadienne. 6e jour de combat au Soudan suite à l'échec du cessez-le-feu entre l'armée et le groupe paramilitaire des forces de soutien rapide. C'est la deuxième fois que ce cessez-le-feu n'est pas respecté. Des milliers d'habitants fuient la capitale Khartoum et il en est de même pour quelques 320 soldats qui ont été arrêtés au Tchad voisin. J'ai déjà 320 militaires qui sont déjà dans notre territoire. Ça, c'est des militaires. Et sans doute, les civils, il y en a. Donc, nous sommes en train de les accueillir et de prendre toutes les dispositions pour qu'ils soient aussi bien cantonnés. Les violents affrontements ont déjà fait plus de 270 morts et plus de 2000 blessés parmi les civils, selon l'Organisation mondiale de la santé.
Les Nations Unies se réuniront jeudi avec l'Union africaine, la Ligue arabe et des représentants d'autres organisations pour discuter de la situation dans le pays. Les 177 soldats égyptiens qui avaient été capturés par les paramilitaires ont été évacués vers l'Égypte, a annoncé la nuit dernière l'armée soudanaise. Et voilà, nous avons pu avoir cette déclaration lors de la conférence de presse donnée hier du ministre de la Défense, le général Yahya Daoud, qui lui-même a précisé que pour le moment, il y a 300 soldats. Il n'exclut pas également qu'il y ait des civils parmi les Soudanais, certainement, qui fuyaient du côté du Tchad. Alors, c'est vrai que la question a été posée hier et elle se pose toujours et elle se posera toujours jusqu'à ce que la vérité finisse par jaillir. Finalement, qui tire les ficelles de cette guerre du côté du Soudan? Bon, les forces d'intervention rapide, FSR, et l'armée régulière qui s'affrontent, c'est un affrontement géopolitique. C'est un affrontement géopolitique. Et pour le comprendre, il faut garder en mémoire les changements majeurs géopolitiques qui sont survenus dans le Moyen-Orient. En fait, vous allez constater que depuis le début de l'opération militaire spéciale, les États-Unis avaient voulu isoler la Russie. Et dans leur tentative d'isolement de la Russie, ils ont essayé d'entraîner de force et par la force un ensemble de pays qui étaient relativement sous leur influence. On dira relativement aujourd'hui parce qu'on se rend compte que cette influence n'est pas aussi grande qu'on le croyait. Donc, parmi ces pays, il y a les pays du Golfe. Or, l'opération qui a été lancée par la Russie et les sanctions des premiers jours ont révélé la faiblesse de l'Occident collectif. Ont révélé que la toute-puissance présumée de l'Occident collectif via l'OTAN n'était pas une réalité concrète au XXIe siècle. Les Russes ont non seulement brillamment résisté aux sanctions, mais ils ont en plus continué d'infliger des défaites cuisantes à l'armée ukrainienne soutenue par la coalition de 40 pays membres de l'OTAN. À partir de ces observations, les Russes également qui envoyaient dans l'opinion internationale l'idée que les États-Unis sont essentiellement un pays qui se bat pour ses intérêts, à partir de ces observations, d'autres pays qui suivaient les États-Unis de manière par le passé très mécanique, vont commencer à se poser des questions. Est-ce que les États-Unis ont encore autant de puissance qu'on le leur présumait? Et les Russes ne vont pas s'arrêter à simplement résister ou bien continuer leur offensive dans l'opération militaire spéciale. Ils vont engager une bataille stratégique contre les États-Unis et leurs alliés à partir d'un phénomène qu'on appelle la dédollarisation. Ils vont mener une lutte multilatérale, ce que d'aucuns appellent une guerre asymétrique. Ils vont attaquer le dollar. Et dans leur attaque contre le dollar, leur offensive va provoquer un engouement d'un ensemble de puissances majeures, mais qu'eux ils considéraient comme mineures: l'Inde, l'Arabie Saoudite, la Chine, la Turquie, le Brésil, l'Afrique du Sud. Donc, l'ensemble du bloc des BRICS va se mettre en mouvement et va suivre le processus de dédollarisation, qui va même devenir le mécanisme par lequel les Russes vont commencer, avec les Chinois, à proclamer la liberté des autres peuples. Alors là, au-delà d'observer l'inefficacité des sanctions, un ensemble de pays donc vont décider de s'affranchir de cette supradomination occidentale, de cette hégémonie sans partage de l'Occident sur leur territoire. Et c'est donc le cas des pays arabes. La Ligue arabe, à travers la réconciliation de l'Iran et de l'Arabie saoudite, d'ailleurs, parce que les Saoudiens voient qu'il est devenu tout à fait inutile de se livrer une guerre fratricide au Yémen, et en plus parce que les Saoudiens voient très bien
que le conflit en Syrie n'a rien à voir avec les questions de droits de l'homme, c'est essentiellement une question géopolitique, c'est-à-dire une question d'intérêt majeur des États-Unis, ils vont comprendre qu'au lieu de continuer à manœuvrer pour le compte des États-Unis, il vaut mieux trouver un terrain d'entente avec les frères iraniens. Et donc, ensemble, ils vont signer un accord de paix, ils vont fumer le calipère de la paix sous l'égide de la Chine. Ce rapprochement va être un cataclysme géopolitique pour les États-Unis dans la zone de la Ligue arabe, c'est-à-dire dans le Moyen-Orient. Et les conséquences de ce rapprochement irano-saoudien, c'est aussi ce changement majeur au niveau du Soudan. Pourquoi? Parce que le général Al-Bourhan, pendant longtemps, le général Al-Bourhan a été un agent de liaison de la CIA au niveau du Soudan. Il faut se souvenir, pour le comprendre, que dans les années 2000, Al-Bourhan était un des militaires qui commandait la zone du Darfour. Il était d'ailleurs le commandant des forces terrestres dans la zone du Darfour. C'est-à-dire que toutes les opérations qui étaient menées au Darfour se faisaient sous son commandement. Mais lorsque les États-Unis décident de créer une liste noire, une liste blanche, c'est-à-dire une liste d'individus à sanctionner, les noms qui vont figurer, on va constater qu'il y aura un seul des noms qui vont figurer, on va constater qu'il y aura un seul qui sera absent, c'est le nom du général Al-Bourhan. Comment comprendre que des commandants militaires qui sont sous les ordres d'un commandant suprême soient soupçonnés d'avoir commis des crimes contre l'humanité et le commandant suprême est exempté de la situation? Le commandant Al-Bourhan est aussi un des pions majeurs de l'opération qui a conduit au coup d'État contre Omar el-Béchir. D'ailleurs, en tant que pion majeur de cette opération, il va être celui-là qui va engager le second combat contre le général Ibn Aoun. Et il va amener ce général-là également à la résignation, c'est-à-dire à finalement démissionner de son poste de président du conseil de transition. Et Al-Bourhan va donc rester au pouvoir et va être un acteur des équilibres entre une branche de l'armée qui était acquise à la coopération avec la Russie, et c'est cette branche qui était incarnée par le général Daglo, et l'autre branche, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans un deal politique avec l'alliance états-unienne sous avec en toile de fond la coopération avec l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et tous ceux qui étaient les partenaires des États-Unis. Aujourd'hui, donc, que les Saoudiens sont en train de changer de cap, que les Saoudiens estiment qu'il ne faille plus donner aux États-Unis la place de choix qui était la leur, Al-Bourhan, qui n'a pas également converti, qui ne s'est pas converti à la nouvelle religion, a même voulu, à sa manière, devenir l'exception au sein de cette coalition-là, est en train de payer les frais de cette modification du climat géopolitique local. Donc, Al-Bourhan se retrouve dans une situation où les autres n'ont plus envie de coopérer avec les États-Unis, mais lui, il estime que avec les États-Unis, il y a un partenariat stratégique qui peut continuer. Il faut noter que les Égyptiens étaient bel et bien les Égyptiens ont des militaires au Soudan, et pourtant ces militaires ne sont pas intervenus. C'est vous dire à quel point il est vomi par les puissances du Moyen-Orient. Et c'est ces puissances, surtout les puissances du Golfe, qui ont décidé que désormais il fallait changer de cap à Khartoum et changer d'interlocuteur à Khartoum. Donc Al-Bourhan est simplement en train de payer les frais d'une nouvelle politique étrangère qui va se faire jour au sein de la Ligue arabe. Il va certainement être destitué par le général Daglo qui est en train de mener l'opération, et quand vous regardez, le général Daglo a entièrement l'assentiment de ses pairs du Moyen-Orient. C'est une opération purement au sein du Moyen-Orient et c'est une lutte stratégique entre les anciens partenaires des États-Unis
et les États-Unis sur un territoire qui est sous leur influence. Ça c'est vous qui le dites, Monsieur Batenguene, parce que les dernières informations qui nous parviennent à l'instant font état de ce que les deux belligérants ont chacun accordé une interview au journal anglais Financial Times. Alors je vais commencer par justement les propos recueillis durant l'interview accordée que Al-Bourhan a donc décidé d'accorder à Financial Times. Lui, il fait savoir que Hemedi a tenté de prendre le pouvoir dans le pays, et donc pour lui, ce sont les combattants des forces spéciales rapides qui ont tué les employés du programme alimentaire mondial et attaqué le convoi de l'ambassade des États-Unis. Et il poursuit en disant qu'en principe, ils ne sont pas opposés à l'inclusion effectivement des forces spéciales rapides dans les forces armées. Et donc pour lui, il persiste et signe Al-Bourhan qu'ils vont arrêter Hemedi et le traduire en justice. Ça, c'est certains propos recueillis de son interview accordée au Financial Times. Et puis, il y a également la même interview a été, enfin peut-être pas la même, mais Hemedi également a pu répondre à des questions de ce journal anglais. Pour lui, il dit il n'y a aucune vérité dans les déclarations de l'Occident sur la participation de combattants du groupe Wagner dans les rangs des forces spéciales rapides. Al-Bourhan est responsable de l'intimidation des citoyens soudanais, des invités et bien sûr des diplomates dans le pays. Donc en fait, ici, quand on écoute un peu les deux sorties, chacun rejette la faute à l'autre. Non, il ne s'agit pas de rejeter. Al-Bourhan a le soutien, ça c'est ce qu'il faut noter, il a le soutien des États-Unis, de l'Union européenne. Al-Bourhan, c'est l'homme des États-Unis et de l'Union européenne. Donc, sur cette question, pour discréditer le général Daglo, il a été avancé un ensemble d'arguments. D'abord, pour montrer, on ne les appelait pas forces spéciales, hein, ils les appelaient les paramilitaires. C'est l'expression qu'ils ont introduite pour décrédibiliser le général Daglo et les forces spéciales, qui sont les forces du NISS. Les gens ne le savent peut-être pas, ou bien les journalistes occidentaux font tout pour occulter cela. Les FSR, c'est les forces spéciales de l'armée depuis 2013, du service de renseignement depuis 2013. Donc c'est des gens qui opèrent dans des contextes assez particuliers. Le général Daglo n'est plus le Hemedi qu'on présente, c'est-à-dire celui qui est sorti à les Janjaweed. Ça c'est une vision qui visait à le discréditer dans l'opinion internationale. Le deuxième élément, le général Al-Bourhan, quand vous regardez, dans l'interview, il accuse les FSR d'avoir attaqué le convoi états-unien. Humanitaire. Pourquoi? Le convoi américain. Pourquoi? Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le général Al-Bourhan ne contrôle plus Khartoum. Ça, c'est une réalité. Au moins depuis 2 jours, il ne contrôle pas Khartoum. Depuis lundi, il ne contrôle pas Khartoum. Le contrôle de Khartoum, en grande partie, est assuré par les FSR. Alors, comment justifier si effectivement c'était peut-être l'homme de la situation? Comment comprendre qu'entre mercredi et la journée d'aujourd'hui, jeudi, ils sont excepté les 300 soldats cités par le ministre de la Défense tchadienne, en termes de civils, on parle entre 10 000 et 20 000, plus précisément des femmes et des enfants qui ont fui le Soudan. C'est très intéressant parce que ça continue de compléter notre argumentaire. D'accord. En fait, le fait que Al-Bourhan ait perdu le contrôle de Khartoum, qu'il ait perdu la base aérienne depuis lundi dernier, qu'il ait perdu les principales bases de chars depuis lundi dernier, et que le général Daglo et ses forces aient eu le soutien de la population, il se passe qu'au niveau de l'opinion internationale, pour remonter, pour désinformer davantage l'opinion internationale, les médias occidentaux brandissent des bilans fallacieux, des bilans fantaisistes, qui ne sont pas basés sur des faits. Mais sauf que là, c'est le ministre tchadien de la Défense qui a dit qu'il ne parlait que de ces 300 soldats et il confirme qu'il n'a pas parlé de 10 000 morts. Oui, je n'ai pas parlé de 10 000 morts, je dis les déplacés. Il a parlé des déplacés. Les morts à Khartoum, oui,
quand vous lisez, chaque fois qu'on vous parle des morts, des civils morts, c'est la presse occidentale. Pourquoi? Parce que en fait, et c'est ça l'objectif, dire qu'il y a des combats intenses entre Daglo et qui a gagné carrément la bataille de la capitale et Al-Bourhan, c'est parce que les États-Unis ont besoin d'un motif nécessaire. Ils veulent s'inventer une raison d'intervention sur le territoire du Soudan. Ce qui est en prévision, en fait, c'est une mission par l'Occident pour arracher la révolution du peuple soudanais qui est en train d'être réalisée avec les FSR. Voilà la réalité. Si on vous parle des Wagner, et vous avez suivi la réponse de Daglo, si on vous parle de Wagner, de pseudo-Wagner qui sera en train d'intervenir, ces éléments-là, c'est pas fondé. Parce que si l'Occident a effectivement les preuves qu'il y a des milices Wagner au Soudan, est-ce que ce serait difficile, ne serait-ce qu'à partir de l'ambassade des États-Unis, de photographier deux des combattants de Wagner qui sont dans l'armée soudanaise, dans l'armée des FSR? Ce ne serait pas difficile. Ils pourraient le faire. Ils ont des objectifs avec des capacités de zoom impressionnantes. Mais pourquoi ils ne le font pas? Parce que ça n'existe pas. Ils inventent de l'information. Ils inventent des contenus pour la désinformation. Ils inventent un discours, un narratif pour désinformer. Les 300 soldats qui sont partis, qui sont allés se réfugier au Tchad, parce qu'ils sont allés se réfugier, c'est parce que de l'autre côté, l'armée a perdu la bataille. Le général Daglo a annoncé que cette bataille se poursuivrait. C'est vrai que jusqu'ici, quand on écoute le ministre de la Défense, il ne nous dit pas à quel camp appartiennent ces soldats. Il a juste parlé des soldats soudanais qui peuvent venir tant des forces loyalistes ou encore des forces spéciales rapides. Parce qu'il n'apporte pas la précision, il a juste dit que ce sont des soldats soudanais. Et nous savons tous qu'au Soudan, c'est deux généraux, c'est deux armées qui sont en train de s'affronter. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute sur ce qui se passe au Soudan. Et les doutes sont renforcés simplement parce qu'il faut que l'opération militaire, l'intervention états-unienne ait lieu. Voilà le réel objectif des doutes qui sont créés. La question des soldats qui fuient, madame, les soldats qui peuvent fuir, c'est les soldats de l'armée régulière. Le général Daglo a un avantage considérable au niveau du Soudan. Je ne sais pas, mais les sources que nous avons confirment effectivement qu'il y a un avantage du général Daglo au Soudan. Et le général Daglo est porté par les grandes puissances du Golfe. C'est les pays du Golfe qui portent cette révolution. Ce n'est pas une affaire des Russes. On veut simplement transformer cela en conflit entre la Russie et les États-Unis parce qu'aujourd'hui c'est le narratif qui marche et c'est le narratif qui permet de discréditer, de décrédibiliser un ensemble d'acteurs. Entre autres, c'est Daglo qui est la cible de ce narratif-là. Quand vous regardez la presse occidentale, elle foisonne de ces discours mensongers sur la réalité au Soudan. Est-ce que vous savez que, par exemple, à CNN, les premières interviews qu'ils ont réalisées sur le Soudan, chaque fois qu'il y avait un pseudo-soudanais qui s'exprimait, quand vous l'entendiez parler dans son ton, il avait l'intonation, la gutturale états-unienne. Ouais. Vous savez, les États-Unis, quand ils parlent, ils ont leur manière, avec une certaine puissance qui se dégage. Et quand vous l'entendiez parler, ils n'avaient pas simplement le son des Soudanais, ils avaient un son très américanisé. Comment vous expliquez que tous ceux qu'on rencontrait, tous ceux que CNN interviewait sur Khartoum, avaient seulement cette manière de parler? Vous estimez que c'est le ton normal de tous les Soudanais? Non. On prend des individus sur le volet pour construire une opinion. Et c'était ça le sens de créer le flou au niveau du Soudan. Déjà, si vous demandez à quelqu'un pourquoi Daglo il se bat, personne ne peut comprendre. Tout le monde se dit, oh, on ne comprend pas ce qui se passe au Soudan. Et c'est ça. On n'informe pas parce qu'il s'agit au maximum pour les États-Unis de créer les conditions favorables à leur intervention pour mettre fin à cette prise de contrôle par les puissances du Golfe d'un des pays du Golfe, sous leur influence, qui, lui, ne voulait pas rentrer dans la danse. Voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, dans la Ligue arabe, il y a un changement de cap majeur. La Syrie va réintégrer la Ligue arabe. L'Égypte
les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite se sont mis, et ça c'est historique, tous ces grands pays-là, ce sont tous ces pays qui se disputaient le leadership de la Ligue arabe, se sont mis d'accord désormais pour parler d'une même voix au sein de leur organisation et pour peser de tout leur poids au niveau international dans ce qu'on appelle le monde multipolaire. Et pour qu'ils puissent accorder leur violon, ils ont besoin que tous les pays qui sont membres de leur organisation chantent la même chanson. Or, ce pays-là, qui est un pays majeur, parce que le Soudan, c'est un pays qui a été utilisé pour fabriquer les terroristes. On le dit très peu. Mais c'est au Soudan que Ben Laden il est venu, il a formé les terroristes qui constituent aujourd'hui les ADF au niveau de l'Est de la RDC. C'est à partir du Soudan qu'on a formé beaucoup de leaders de Boko Haram qui sont rentrés déstabiliser ce pays. C'est à partir du Soudan qu'on a formé beaucoup de rebelles qui sont allés épauler les Tigriens. Le Soudan est une base arrière de déstabilisation que l'Occident avait fabriquée. Et aujourd'hui, la Ligue arabe qui le sait est en train de casser ces plans-là sur le Soudan. Le fait que la Ligue arabe soit engagée dans cette logique, ils ont besoin d'avoir un homme de confiance au Soudan. Et le général Daglo fait office aujourd'hui d'homme de confiance. C'est pourquoi ils le soutiennent. Vous, si vous regardez Al Jazeera, vous regardez les chaînes arabes, vous allez remarquer que Daglo, c'est sa musique qui passe partout là-bas. Parce que pour eux, voilà l'homme de la situation. Al-Bourhan, il n'a plus d'audience dans le Moyen-Orient. Et les États-Unis veulent le diaboliser simplement en disant c'est l'homme de Wagner. Ce n'est pas l'homme de Wagner. Il n'y a pas de Wagner au Soudan. D'accord. Alors, parlant justement de ces États-Unis, toujours les dernières infos qui nous parviennent, il se trouve que l'armée américaine a donc décidé comme ça d'envoyer des troupes de corps des Marines depuis bien sûr Djibouti pour assurer l'évacuation justement du personnel de l'ambassade américaine du côté du Soudan. Donc ils protègent les leurs pendant que les Soudanais s'entretuent. Prions Dieu que ce ne soit que pour protéger les leurs. Parce que toute mission des forces spéciales, Madame Dédié, peut être maquillée de toutes sortes. On peut vous dire que c'est une opération d'exfiltration alors que c'est une opération qui vise véritablement à intervenir sur le terrain. Et si cette opération permettait de déployer des jeunes noirs arabisants, des Noirs qui parlent arabe, qui se retrouvent au Soudan, se comportent comme des Soudanais, on leur donne les tenues de l'armée régulière soudanaise et qui commencent à se battre contre les forces d'intervention rapide. Qu'est-ce qu'on dira? Que Al-Bourhan a eu simplement une équipe qui était très, très vigoureuse. C'est ça. Les États-Unis veulent à tout prix peser dans ce conflit. Et ils veulent peser, ils veulent avoir une ingérence militaire dans ce conflit. Et c'est eux qui sont les principaux fauteurs de fausses créateurs de fausses informations sur le Soudan. Au Soudan, il y a une révolution populaire qui a commencé depuis 2021. C'est une révolution populaire due aux dérives d'un régime qui a voulu utiliser, instrumentaliser la religion pour s'imposer, pour perdurer au pouvoir. Et ces dérives-là sont décriées par le peuple. Et il y a une volonté également de purge politique au sein de l'armée. Quand vous entendez, on veut intégrer les 100 000 soldats on veut intégrer les 100 000 éléments des forces spéciales. Ce n'est pas seulement l'intégration, c'est aussi l'absorption de cette force-là. C'est la dilution de cette force. Le tandem que représentait Daglo Al-Bourhan, Al-Bourhan en avait déjà marre. Il voulait plus de ça. Et s'il ne voulait plus de ça, c'est parce qu'il voulait être le maître absolu de Khartoum. Or, il comptait le maître absolu de Khartoum pour qui? Pour essentiellement l'avantage géostratégique et géopolitique des États-Unis. Ne l'oublions pas. Si le Tigré a pesé dans son rapport de force avec l'Éthiopie, c'est aussi parce que les Tigréens avaient beaucoup de soutien qui venait du Soudan. Et qu'au niveau du Soudan, il y avait une forte intelligence de Washington en faveur des Tigréens. Washington est en train de perdre un des piliers de sa coopération sur le golfe d'Aden.
Et c'est pourquoi vous les voyez tempester, les voyez créer des fausses informations dans le but de désinformer les populations. Alors nous rappelons à nos téléspectateurs que le standard est donc déjà ouvert pour vous permettre de réagir également à cette thématique. Pourquoi la destination du Tchad? Mais en rappelant quand même qu'au fil de l'actualité, il y a cette petite polémique qui, voilà, jusqu'ici n'a pas encore véritablement été élucidée. C'est la présence des soldats égyptiens du côté effectivement du Soudan. Dieu merci, ils auraient donc été rapatriés. Ils sont au total 117 voilà, soldats égyptiens qui ont dû retourner au bercail parce que ça commençait déjà à jaser. Même si le président Abdel Fattah al-Sisi a fait une sortie pour effectivement dire que ces soldats n'étaient pas là-bas pour soutenir qui que ce soit. Alors que répondez-vous, du moins? Quelle analyse peut-on faire de cette sortie d'Abdel Fattah al-Sisi? Est-ce que c'est juste une parole politique ou diplomatique? Est-ce que ces soldats étaient vraiment là-bas dans le compte, comme il le disait, de formation proprement dite? Ou alors ces soldats y étaient véritablement, peut-être pour combattre aux côtés peut-être de l'un des camps? Ils y étaient pour les formations. Il faut noter qu'après le départ du président Omar al-Béchir, les États-Unis ont voulu influencer davantage la formation des soldats au Soudan. Et vous savez que leur meilleur supplétif pour le compte de l'Afrique du Nord et surtout la compte de l'Afrique, c'est les Égyptiens. Donc il y a les Égyptiens, il y a la Jordanie, il y a le Yémen qui était utilisé dans une moindre mesure parce que les États-Unis ont aussi une base militaire au Yémen. Ils ont également une base militaire, je crois, en Arabie Saoudite. Donc, ces pays-là ont été utilisés. Mais ici, ils utilisaient directement les Égyptiens. Effectivement, les Égyptiens étaient aussi là parce que le régime El-Béchir étant tombé, parce que le régime El-Béchir avait la particularité de s'être trop rapproché des Russes et des Chinois. Donc, les Égyptiens voyaient d'un bon œil que les États-Unis prennent le contrôle du pays, que Washington reprenne l'influence au niveau du Soudan et que Washington puisse désormais dicter la danse au Soudan. Les Égyptiens étaient en confiance. Les Égyptiens auraient pu intervenir parce que ce n'est pas les capacités de renfort de leur force qui a manqué, mais c'est simplement que désormais Al-Bourhan n'a même plus la bénédiction de Fattah al-Sisi. Parce que Fattah al-Sisi, lui aussi, il a reçu désormais, il est désormais en phase avec la vision d'un monde multipolaire porté par la Russie et la Chine. Il faut noter que dans une enquête qui a été publiée il y a très peu de temps, l'Égypte a été soupçonnée d'avoir fabriqué 40 000 projectiles pour le compte de la Russie. Donc, si cette information est confirmée, il y a des sénateurs états-uniens qui envisagent des sanctions contre l'Égypte. Donc, l'Égypte n'est plus un acteur favorable à la puissance et à l'hégémonie états-unienne. L'Égypte également joue désormais dans le cadre du multilatéralisme. On est dans un contexte où seul Al-Bourhan n'avait pas compris qu'il fallait se mettre dans la danse multilatéraliste. Et pourtant, parmi beaucoup de gestes qu'il a posés au niveau international, c'était quand même un des pays qui avait tenu à rester neutre dans le cadre des sanctions contre la Russie. C'était aussi un pays qui n'avait pas suivi le son de cloche de Washington sur beaucoup d'éléments de pression contre la Russie. Seulement, il se disait qu'il allait jouer les équilibristes et qu'il allait rester, même au sein de la Ligue arabe, comme étant l'acteur qui garde une coopération accentuée avec les États-Unis. Or, Fattah al-Sisi, c'est quelqu'un qui connaît ce que c'est que les États-Unis, connaît comment les États-Unis procèdent. Si les États-Unis avaient un pied trop ancré au niveau du Soudan, ils utiliseraient ce pied pour davantage peser en Égypte. Parce qu'en Égypte, ils ont encore une certaine influence sur la formation des militaires égyptiens. Il peut donc pas accepter qu'à partir du Soudan, il y a une géopolitique états-unienne qui se déploie sur l'Égypte. Il a donc lâché Al-Bourhan. C'est un lâchage d'Al-Bourhan. Tous ces indicateurs sont... Mais lui, il affirme n'appartenir à aucun camp. Pour lui, enfin, je m'en tiens à ses dires, je m'en tiens au dire du général président Abdel Fattah al-Sisi. Il a fait savoir que le plus important pour l'Égypte, ce serait effectivement de faire asseoir sur la même table les deux belligérants et pourquoi pas trouver un consensus. C'est le discours officiel. Vous savez, tous ceux qui soutiennent la Russie, sans le dire, disent qu'ils sont neutres.
La neutralité est aussi un langage diplomatique. Ça dépend à quel moment on l'exprime. Si vous êtes neutre, lorsqu'on est en train de tuer quelqu'un devant vous, en fait, vous n'êtes pas neutre. En droit, ils ont une belle formulation pour ça. C'est refus d'assistance à personne en danger. Et on peut être sanctionné pour ce refus-là. Donc, lorsque vous avez une situation qui interpelle, vous avez des militaires sur place, la situation dégénère sur le plan sécuritaire, vous refusez d'intervenir au prétexte que vous êtes neutre, ça pose quand même problème. Que signifie donc votre coopération? Donc, ce n'est pas une simple affaire de neutralité. L'Égypte montre très clairement qu'elle ne peut pas se battre, elle ne peut pas mobiliser des hommes pour défendre Al-Burhan. C'est ça le message qui doit être passé. Le message qui passe au niveau international, c'est nous ne pouvons pas mobiliser des hommes, des Égyptiens, des soldats égyptiens pour défendre le régime d'Al-Burhan. Mais nous avons confiance que les FSR, c'est un peu ce que Al-Sisi se dit, que les FSR peuvent faire le job sans avoir aussi besoin des soldats égyptiens. Et puis, la révolution est la révolution d'abord du peuple soudanais. C'est aussi la révolution des combattants, avec les combattants des FSR. Ce n'est pas la révolution des Égyptiens accompagnant le peuple soudanais. Donc, la position de l'Égypte est une position raisonnable, mais ce n'est pas du tout neutre. C'est une position raisonnable qui n'est pas du tout neutre. C'est une position qui permet à l'Égypte de laisser couler le navire d'Al-Burhan avec lui tout seul et ceux qui ont décidé de le suivre. Alors, nous allons au standard avec le maillot jaune. Il s'agit de Sidi depuis le Bénin. Bonsoir à vous, Sidi. Merci d'être là. Sidi, bonsoir. Sidi, est-ce que vous êtes là? D'accord. Bonsoir à tous les milliards de téléspectateurs de For You Television. C'est bien M. Sidi depuis le Bénin. D'accord. Nous vous écoutons. J'aimerais d'abord souhaiter une bonne fête à tous les musulmans du monde entier, particulièrement à ceux de mon pays, le Bénin. Qu'Allah exauce vraiment nos prières. Bonne fête à mon cher ami Bachila et que le Seigneur l'accompagne. Ceci dit, avant tout propos, permettez une fois encore de dénoncer l'emprisonnement insensé de notre très cher Nestor Podacé par les endo-colons au Burkina Faso, et nous demandons par la même occasion sa libération pure et simple. Revenons-en au thème du jour. Jonathan Batengene, mon frère, vous voyez, cette situation est causée par l'Union africaine et la situation perdure à cause de l'Union africaine encore. À partir d'aujourd'hui, moi j'insiste et je persiste que nous n'avons aucune organisation qu'on appelle africaine. Il faut qu'on crée une organisation panafricaine pour l'Afrique, qui va défendre nos intérêts et l'intérêt du peuple africain. Donc il nous faut l'Union africaine des peuples. Grâce au panafricanisme, je sais que nous y arriverons. Parce que cette criminalité organisée par les États-Unis au niveau, comme on appelle, du Soudan, c'est de trop. C'est quel intérêt qui dépasse maintenant la vie d'un être humain? C'est trop. Plus de 200 morts, Jonathan. Mais c'est quoi? C'est quoi cette anthropophagie? Si ce sont les Américains qui meurent comme ça va leur plaire. Mais il n'y a pas de problème. C'est Dieu qui est fort. Parce qu'aujourd'hui, là où nous sommes, c'est notre tour. C'est nous qui sommes en train de souffrir. Lorsque l'esclave deviendra le maître et que le maître deviendra l'esclave, nous allons revenir encore sur ce même plateau. On va se dire ça. Parce qu'avec la dédollarisation dans le monde, même leur base de Djibouti, un peu partout qu'ils ont, ils ne peuvent pas entretenir. Donc ils vont regagner, comme on appelle l'Amérique, et ils feront leur point. De l'autre côté, ils ne pourront plus nous agresser, qu'on appelle, parce qu'ils n'auront plus de moyens. Ils n'auront plus de moyens de dédollarisation, ils vont tomber. Les monarchies du Golfe, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique latine, nous allons tous les laisser tomber. Et ils verront, ils vont payer cher ce qu'ils sont en train de vendre à l'Afrique et aux autres du monde. Nous sommes confiants que c'est Dieu le plus fort
et que c'est le vrai Dieu qui va résoudre cette situation. Nous sommes engagés dans cette lutte pour la libération complète et définitive de notre continent et rien, je dis bien rien, et rien ne nous fera reculer jusqu'au sacrifice suprême. Nous sommes prêts à mourir pour l'Afrique. C'est ça, ils n'ont pas encore compris et ils comprendront d'ici là. Nous allons, après tout ça, organiser des forces d'intervention rapides un peu partout au niveau de l'Afrique pour que ces gens de désordre ne se reproduisent jamais. Une armée africaine sera créée, Inch'Allah, d'ici peu de temps. Vraiment, merci beaucoup, qu'on appelle Jonathan Batengene, pour toutes les informations, pour tout ce que tu fais pour ce panafricanisme. Un jour, Jonathan, c'est Dieu qui va t'élever et il va te mettre à la place qu'il faut. Parce que c'est Dieu qui récompense chacun par rapport à son travail. Tout ce que tu es en train de faire, Dieu note. Et Dieu te, au moment opportun, Dieu te payera. For You Television, an overview of the world. C'est Dieu qui est fort. Beaucoup à vous, Monsieur Sidi Gallo-Sely. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, Madame Dedi. Bonsoir à votre invité. Bonsoir aux téléspectateurs de For You. Je voudrais remercier, comme d'habitude, Monsieur Batengene d'avoir vraiment pris le temps d'aller dans les détails, qu'en complément de ce qu'a expliqué hier Monsieur Ndom, nous donne vraiment une vision assez globale, je dirais satisfaisante de la situation, parce que pour nous, je vous assure que jusqu'à ce soir-là, ça restait pour moi un chaos. Bon, mais quand même, en mettant toutes les informations les unes à côté des autres, je vois un peu mieux. Merci pour cela à votre panéliste. Mais sinon, nous ne pouvons souhaiter qu'une chose, Madame Dedi, que celui qui est là pour l'intérêt de nos peuples en sort vainqueur, puisque le vin est tiré, il faut le boire jusqu'à la lie. Donc, moi je le dis toujours, qu'il y a, comment dire, quand un pays qui a été communiste était forcément contre les Américains, Omar el-Béchir, qui a été craqué par ces gens, montrait que le Soudan a été anti-impérialiste. Maintenant, on a coupé le Soudan en deux, et malgré cela, on a tous ces troubles-là. C'est pour ça que je préfère plutôt aller aux enseignements. Premier enseignement, je m'adresse au Cameroun, à nos frères anglophones. Ce n'est pas le fait de se séparer qui va résoudre ce problème-là. Même s'ils nous coupent en 10 morceaux, ce sera que pour nous dominer. Donc il faut abandonner cette idée de sécession, ça ne sert à rien. Voilà l'exemple du Soudan qui nous parle. Deuxième leçon qu'il faut tirer, c'est que quand on a la tête de ces pays avec les frontières qui ont été décidées par ces Européens en 1884 ou 1984, je me rappelle, 1884, il faut faire très attention, il faut tenir compte de toutes ces particularités-là. On ne dit pas de cirer les chaussures ou bien de hisser les gens sur des trônes, mais au moins tenir compte de leur spécificité. Sinon, ça donne toutes ces tensions que nous sommes en train de voir là. Ça, c'est la deuxième leçon. La troisième leçon, c'est inévitablement ce que je disais hier. Si vous mettez deux armées dans un même pays, mais c'est comme si vous créez un rail. Donc, vous avez les deux qui sont là parallèles, mais ils ne s'entendront jamais. Et un beau jour, ça va clasher. Donc, c'est vraiment ces forces spéciales-là qui sont en train d'agir aujourd'hui. S'ils étaient dans une armée structurée, mais ils devaient s'asseoir en frères et dire, ben, voilà notre pays en danger, que faisons-nous? Or là, maintenant, comme on les a séparés pendant longtemps, chacun croit protéger le pays, chacun de ces chefs d'armée croit lutter pour le pays, alors qu'ils sont manipulés par l'extérieur. Donc c'est pour ça que je lance toujours un appel à tous ces pays qui ont deux armées dans leur pays d'aller à l'unification rapidement, parce que c'est une poudrière qui est en suspens. Voilà ce que je souhaitais dire, Madame Dedi. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup à vous, Gallo-Sely, pour votre participation. Nous rappelons que le standard reste encore ouvert pour vos différentes participations, chers téléspectateurs. Mais en attendant peut-être d'autres réactions par téléphone, revenir avec vous, Monsieur Batengene. Ça fait quand même 5 jours parce que les affrontements ont véritablement dégénéré. Samedi 15 avril dernier, aujourd'hui nous sommes le 20. 5 jours, des blessés, des morts.
déplacés et donc des annonces qui sont faites jusqu'ici. Déjà, je crois au 3e jour, il y a plusieurs présidents qui ont réagi, qui ont porté des soutiens verbaux, on va le dire ainsi, et qui appelaient toujours à un cessez-le-feu du côté du Soudan, qui malheureusement, on a l'impression que le cessez-le-feu était plutôt allumer le feu. Oui, mais que signifie le cessez-le-feu? C'est la grande question. Oui. Vous avez des affrontements au Cameroun, par exemple, le jour où les sécessionnistes abattent 10 soldats, vous voyez, tout le monde est calme, et dès que l'armée monte en puissance pour neutraliser les terroristes, vous entendez des gens vous dire cessez le feu, cessez le feu, cessez le feu. Ouais. Donc, en fait, le cessez le feu, c'est pour stopper l'offensive de l'armée. On a vu également ces mesures dans la guerre ivoirienne, la guerre civile ivoirienne. Quand le président Koudou Bagbo est sous le feu des terroristes le matin, la surprise est générale au sein des forces de défense ivoiriennes. On n'entend pas trop de commentaires, on entend juste qu'il y a, ça dégénère entre les forces nouvelles et l'armée régulière ivoirienne. Et à partir de 14 h, vous entendez un autre son de cloche dès que la contre-offensive a commencé. On dit, les combats ont été une intensité terrible. Les populations... Avec l'apport de Guillaume Soro. Voilà, les populations sont sous le feu des deux camps. Et maintenant, on se préoccupe des populations lorsqu'il y a la contre-offensive. Mais quand il y avait l'offensive rebelle, les populations étaient inexistantes. On dit que d'ailleurs même ils avaient le soutien des populations, ils s'infiltraient dans les quartiers, les militaires fuyaient, ils étaient en débandade. Mais dès qu'il y a la contre-offensive, les populations maintenant, c'est comme si elles se sont entendues pour venir rester dans les rues, prendre les balles des deux camps. Donc, c'est un discours malsain, la question de cesser le feu. Un discours malsain. C'est une prise de position non affirmée, non assumée, qui peut être analysée en fonction du timing de la demande de cesser le feu. Si vous demandez de cesser le feu au début de l'offensive, eh bien on peut se dire qu'il y a une once de neutralité. Mais si vous dites de cesser le feu lorsque on sent qu'il y a un contrôle d'une des parties et que c'est une manière pour vous de dire bon, arrêtez de massacrer l'autre camp, eh bien ça peut aussi être une prise de position. Peut-être que c'est le courage simplement de dire moi je vais aider l'autre camp qui vous reste. Aujourd'hui, il y a cette mesquinerie internationale que les gens ont transformé, du moins les pays prédateurs ont transformé en usage diplomatique et même médiatique, un appel au cessez-le-feu lorsque un pays est dans une posture, bien qu'une des factions, un des belligérants est dans une posture avantageuse qui n'arrange pas celui qui appelle généralement au cessez-le-feu. Donc il y a cet usage du mot cessez-le-feu, de ce concept qui pose déjà problème. Et on va constater que les appels au cessez-le-feu et les attaques prétendues contre l'ambassade des États-Unis, je ne dis pas que ça n'a pas eu lieu, mais qui a attaqué l'ambassade? La personne ne peut déterminer. La preuve en est que Anthony Blinken a tenu à rassurer qu'il n'y a pas eu de blessés, donc la situation a été maîtrisée. Ouais, mais qui a donc attaqué l'ambassade? Alors, je reviens à vous tout à l'heure, Jonathan, parce qu'il y a des téléspectateurs qui souhaitent réagir. Nous allons au standard, bonsoir. Bonsoir, Madame Faute. J'espère bien qu'on m'entend. Bonsoir à votre invité, M. Jonathan Batigene. Je voulais donner mon petit point de vue sur la thématique qui est très importante. Quand on regarde ce qui se passe actuellement au Soudan, ça fait penser un peu au conflit au Karabakh avec Azerbaïdjan. Et à la fin, étant donné que c'était deux ex-républiques de l'Union soviétique, Vladimir Poutine a demandé que les belligérants s'asseyent sur la table des négociations et la dernière information, c'est que dans très peu de jours, ils vont trouver une solution, ce qui ne plaît pas du tout à l'Union européenne, d'autant plus que Mme Ursula von der Leyen avait fait tambour battant qu'ils vont avoir le gaz de Azerbaïdjan, donc le problème d'approvisionnement de gaz est résolu. On rencontre le même problème aujourd'hui au Soudan.
après la signature de base maritime de Russia au Soudan, on a constaté que le CIA n'a pas dormi. Hein. Ils ont très activé. Et comme a dit un des auditeurs, que le problème de l'Afrique, c'est ils sont toujours et demeureront, j'espère bien pour moi, les marionnettes des Occidentaux quand ils n'ont pas compris qu'ils sont des kamites et qu'ils doivent rester africains et ne plus se laisser manipuler par les Occidentaux, quel que soit le courant politique ou l'opinion des puissances occidentales. Et pour le cas des deux généraux qui font la guerre, ça fait beaucoup pitié, je ne veux pas dire rire, mais ça fait beaucoup pitié de savoir qu'on lutte en Afrique pour une cause commune et que vous êtes en train de démontrer qu'il n'y a pas de maturité en Afrique. Donc ça donne raison aux Occidentaux de pouvoir continuer leur, comment on dit ça, désordre qui sont en train de s'aimer dans le monde entier et particulièrement dans l'Afrique qui commence à s'éveiller. Je parle du cas de la Libye et aujourd'hui, nous sommes en train de suivre ce qui se passe au Soudan. L'attitude de l'Égypte, elle reste un peu, en français on dit quoi, dubitatif, voilà. Parce que, quelque part, l'Égypte a peur de la réaction des États-Unis et quelque part aussi, comme elle veut entrer dans le giron de BRICS, elle est en train de faire beaucoup de prudence pour ne pas se faire mal regarder parmi les pays membres de BRICS. Je parle des 5 grands, tels que Russia, China, South Africa, Brésil, India. Donc, voilà un peu ce jeu de cache-cache qui est en train d'être fait. Mais je pense personnellement qu'il y aura un arrêt des hostilités dans les jours à venir parce que la Russie est en train de mettre ferme les pieds pour que cela cesse et qu'il trouve un terrain d'entente. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup pour les médias. Très bientôt. Bye. Merci beaucoup à vous, monsieur, je crois que c'était Peter de Londres. Nous revenons donc sur ce plateau avec vous, Jonathan. Vous avez la parole tout à l'heure parce que vous savez, priorité justement aux téléspectateurs. Tout à fait, tout à fait. Et c'est bien parce que tout à l'heure, Peter a posé un ensemble d'éléments et montre qu'effectivement, il faut que les Africains s'assument, prennent un ensemble de responsabilités désormais. Et c'est ce que les Arabes, pardon, je ne vais pas dire les Arabes, les pays musulmans sont en train d'adopter. Je dis pays musulmans parce que ça a plus de sens. Hein. On ne dirait pas que les Soudanais sont arabes, ce serait un contresens. Les Soudanais sont d'abord africains et puis ils ont été arabisés et puis islamisés. Ils ont été islamisés puis arabisés. Donc c'est autre chose. Les pays musulmans sont dans une démarche collective. Et aujourd'hui, ils sont en train de discipliner. Il y a une analyse du général, c'est général Faiz Al-Douairi. Le général Faiz Al-Douairi, c'est un général jordanien qui est en train d'étudier la question même des combats. Il dit ceci, il dit que la bataille pour le contrôle de Khartoum est décisive. Aujourd'hui, on a du 2 contre 1. C'est-à-dire que un avantage à Daglo, bien sûr. C'est-à-dire qu'il contrôle les 2 points stratégiques de Khartoum. La base aérienne, qui est un point stratégique. Vous savez qu'au premier ou au deuxième jour de combat, c'est grâce à la supériorité aérienne que l'offensive de Daglo avait été stoppée. Contrôle la base aérienne et il contrôle la radio. Et ils sont actuellement dans des combats au niveau de la présidence. Donc, il y a des éléments stratégiques. Et il y a aussi le haut commandement de l'armée. Le bâtiment de haut commandement de l'armée. C'est les points stratégiques autour desquels se développe la bataille aujourd'hui à Khartoum. Les États-Unis souhaiteraient intervenir. Pourquoi? Parce que celui qui contrôle Khartoum contrôlera la politique extérieure du pays et se présentera comme le nouvel homme fort du Soudan. Voilà l'enjeu de Khartoum. Et si vous voyez tout ce que font les États-Unis autour de en créant comme un imbroglio autour de Khartoum, c'est parce qu'avant que les autres y voient plus clair, il faut que les États-Unis aient changé la donne sur le terrain militaire.
C'est l'enjeu de la bataille Khartoum. Et aujourd'hui, il n'est pas exclu que le général Al-Bourhan soit engagé simplement dans une bataille d'usure, pendant laquelle il faut discréditer au maximum les FSR, les forces du général Daglo, qui sont des forces portées par une mouvance populaire, parce que quand vous regardez comment les tireurs d'élite ont été arrêtés, les tireurs d'élite sont arrêtés avec le concours de la population. Quand vous regardez comment les chars ont été détruits dans les combats de rue, les combats de quartier, c'est avec le soutien de la population. Donc les populations sont davantage derrière les FSR. Et ceux qui résistent pour conserver le pouvoir, c'est les forces de l'armée régulière. Donc le général Al-Bourhan, dans sa bataille certainement d'usure qu'il est en train d'engager, il se dit qu'en attendant que d'avoir l'opinion internationale favorable à une intervention, il faut tenir bon sur une certaine durée. D'accord. C'est d'ailleurs pourquoi, au lieu d'une opération qui aurait duré 2 jours, comme l'avait prévu Daglo, on se retrouve aujourd'hui à 6 jours de combat. 6 jours pendant lesquels, vous allez remarquer, il y a une embrouille volontaire de l'opinion par les médias occidentaux. Alors nous allons prendre le tout dernier chapelain, Mohamed depuis Londres. Bonsoir. S'il vous plaît, soyez un peu plus bref, hein, parce que nous sommes pratiquement rendus au terme de cette édition. Bonsoir Madame Deli. Bonsoir. Et bonsoir à Jonathan Botengene et Laurent. Toujours fidèle au combat, fidèle au charbon. Pense à toi du courage, je te supporte. Et je salue les techniciens que je remercie avec leur travail de fourmi au quotidien. Et en ce qui concerne le cas du Soudan, moi, je remarque que chaque fois les Africains continuent de pleurnicher sur leur sort. On nous manipule, dans la manipulation de l'extérieur, la manipulation externe. Toujours les puissances extérieures manipulent les Africains dans leur pays et retournent les armes contre leurs propres frères. Ils s'entretuent et ils sont toujours manipulés. À quand la fin? À quand la fin? À quand la prise de conscience des Africains? Chers Africains, réveillez-vous, sucez-vous sur votre continent et cessez de vous entretuer au profit des impérialistes qui viennent toujours vous gruger, toujours vous anarquer, toujours vous voler. Depuis plus de 100 ans, l'Afrique connaît le même sort. Et les mêmes Africains ayant appris la même histoire continuent de répéter les mêmes erreurs, les mêmes bévues. À quand la fin? Chers Africains, réveillez-vous. Ayez honte devant la face de l'humanité. Media, another view of the world. Merci beaucoup, merci à vous Mohamed de nous avoir appelé depuis Londres. Et donc pour sortir, je le disais, nous suivons de très près les informations qui viennent du Soudan. Il y a encore cette autre sortie, on va le dire, du commandant soudanais des FSR. Il s'agit de Hamdan Daglo qui fait savoir que les forces de soutien rapide ont donc mis fin à toutes les relations avec le groupe russe Wagner depuis que le département, effectivement, le département d'État américain les a ajoutés sur la liste des sanctions internationales. Alors en croit Hemiti, il se conforme entièrement désormais aux sanctions occidentales concernant les accords. Et donc nous allons conclure Batengene en souhaitant une très bonne fête de fin de Ramadan à toute la communauté musulmane africaine et mondiale, parce que finalement c'est demain l'Aïd el-Fitr, et donc on le dit par anticipation, Barkada Salah. Barkada Salah, surtout à vous, Mohamed Delon, Sidi et tous les frères qui, depuis leur pays, depuis leur famille, leur maison, vont partager un repas convivial en famille. C'est la fin d'un mois de jeûne. Ça a été éprouvant, mais ça a aussi été un mouvement de se ressourcer, parce que le jeûne permet de se réconcilier avec soi, de trouver des forces intérieures qui vont au-delà de ce que l'imagination peut produire. Et c'est un moment où il y a une relation spirituelle particulière qui se crée. Donc nous leur disons encore beaucoup de courage et beaucoup de réussite dans cette fête qui incarne votre dévouement à une cause juste. Il est mieux, parce que je vois souvent, nous avons dans le combat panafricaniste des frères qui sont kémites. Ils ont aussi leur spiritualité, c'est bien. Mais il est mieux d'avoir un musulman panafricaniste ou un chrétien panafricaniste que d'avoir un
LGBT qui dit qu'il est panafricaniste. Alors, c'est un autre débat, M. Batenguene. Nous vous disons merci d'avoir été des nôtres et nous ne manquerons pas de souhaiter effectivement encore une très belle Aïd el-Fitr à tout, parce qu'il y a plein de chefs d'État africains qui sont donc des musulmans. Nous pensons au président Macky Sall, nous pensons au général président Mahamat Idriss Déby. Si vous dites Macky Sall, il faut aussi dire Sonko. Macky Sall, j'ai parlé des chefs d'État. J'ai parlé des chefs d'État. Ah, okay. Je n'ai pas parlé d'hommes politiques, je parle des chefs d'État. Okay. Voilà, qui, durant toute cette période, n'ont pas manqué à leurs différentes occupations présidentielles. Il y en a qui sont allés à la Mecque, il y en a qui n'ont pas manqué de répondre présent à des invitations relatives effectivement aux activités de leur pays. Nous pensons également au président de la République de Guinée-Bissau, voilà, le général Maro Sissoko Embaló, musulman aussi. Donc c'était pas facile pour eux, qui travaillent dur pour entretenir des États bondés de monde. Donc très bonne fête à vous et nous donnons rendez-vous, je crois, demain, même heure, même endroit.